terme à la mode, c'est l'expérience collaborateur. Je ne sais pas si ça va durer ou pas. En tout cas, nous, tout l'enjeu de ce qu'on fait, c'est qu'on promeut au maximum l'apprentissage par la pratique, que ce soit sur des enjeux managérieux ou sur des enjeux de sécurité. Et on essaye de proposer des conditions, de proposer des outils, de proposer des rituels pour que des managers opérationnels, des chefs d'équipe ou même des collaborateurs qui ont un peu ce rôle, cette casquette d'ambassadeur prévention. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Baptiste Vézé, je suis cofondateur d'une structure qui s'appelle Team Bakery. Alors, je fais un petit disclaimer, nous, on ne vient pas du monde de la prévention à la base. Donc, je vais essayer de vous parler en toute humilité et surtout plutôt en mode partage d'expérience sur ce qu'on a pu mettre en place à travers l'un de nos produits qui s'appelle la Prévention Box. Donc, Team Bakery, pour faire simple, c'est une structure qui a 3 ans. Notre métier, c'est d'aider les équipes à mieux travailler ensemble. Depuis 3 ans, on a accompagné un peu plus d'1 millier d'équipes opérationnelles sur des enjeux de management a priori, qui était notre premier champ d'action. Et depuis 2 ans, depuis notre rencontre avec le groupe Enedis, qui nous a permis d'avancer sur cette prévention box que je vais vous présenter à travers ce retour d'expérience aujourd'hui, sur des chantiers plus effectivement de santé, de sécurité et de prévention sur le terrain, avec un angle, alors qu'on peut mettre le terme à la mode, c'est l'expérience collaborateur. Je ne sais pas si ça va durer ou pas. En tout cas, nous, tout l'enjeu de ce qu'on fait, c'est qu'on promeut au maximum l'apprentissage par la pratique, que ce soit sur des enjeux managérieux ou sur des enjeux de sécurité. Et on essaye, et on y arrive de mieux en mieux, chaque jour, de proposer des conditions, de proposer des outils, de proposer des rituels pour que des managers opérationnels, des chefs d'équipe ou même des collaborateurs qui ont un peu ce rôle, cette casquette d'ambassadeur prévention, puissent animer des causeries, puissent animer des moments d'échange où l'équipe prend un peu de hauteur et se pose des questions sur comment on peut améliorer les choses dans notre quotidien. Ce qui est quelque chose de nouveau, puisqu'il y a beaucoup d'opérateurs, beaucoup de collaborateurs qui ont plutôt un métier d'exécution encore aujourd'hui, qui ont dit tiens, tu prends ce poste-là et tu fais ça toute la journée. Donc voilà, c'est une petite révolution sur nos sujets. Donc, je C'est vous un petit peu, propose. c'est un petit peu ce qu'on évoquait avec la formation. C'est la formation par la pratique, l'apprentissage par la pratique, puisque on retient toujours mieux ce qu'on pratique que ce qu'on entend. Il me semble que j'avais lu, c'était peut-être sur le site de Team Bakery, que on retient 90% de ce qu'on fait et 20% de ce qu'on entend, c'est ça? Ouais, ça c'est un point un peu commun. Alors ça c'est toute la formation, c'est globalement le plus proche du contexte des apprenants et le plus tu leur permets de eux-mêmes mettre les mains dans le cambouis, meilleure est l'expérience et meilleur est l'ancrage derrière. Donc, je vais dérouler les slides, mais on peut s'arrêter à tout moment, hein. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à lever la main. Je n'ai pas envie de refaire toute la présentation. Si vous voulez la retrouver en format checklist, vous prenez vos téléphones, vous scannez le petit QR là, qui est dans le coin à droite. Vous aurez directement accès à tout ce contenu. Ça permet un peu de se concentrer sur ce qu'on va se dire. Voilà un petit peu en guise d'intro ce que je voulais dire et sur Team Bakery et sur le cadre. Globalement, le sujet qui est intéressant derrière tout ça, le constat duquel on est parti. Alors nous, comme on ne connaissait pas du tout ce domaine, on a interrogé, je pense, certains d'entre vous, puisqu'on a mené une enquête, un baromètre. On a lancé un baromètre en milieu d'année dernière auprès du public préventeur, responsable de prévention et même manager terrain. On a fait ça en collaboration avec le site InfoRisk et le podcast Safety Vigilante. L'idée, c'était effectivement d'agréger un maximum de données et puis comprendre un peu quels étaient les enjeux des équipes terrain. Donc, il y a plus de 600 personnes qui ont répondu sur cette première édition. Je fais un petit aparté. On va relancer une nouvelle version de ce baromètre là, dans le courant du mois de mai. Donc, je pense que vous relayerez aussi. Je pense que c'est un sujet qui est intéressant et nous, on donne accès en fait vraiment à tout le contenu derrière. C'est plutôt l'idée, c'est de faire un peu un panorama de ce qui existe. Donc Ce qui est intéressant petit appel aux participants pour tous ceux qui veulent répondre. Ouais, voilà. Ce serait top si vous pouvez relayer, même dans vos organisations, c'est vraiment chouette. Sur, Alors, il y a une des questions qu'on posait, c'est quels sont les obstacles que vous rencontrez quand vous mettez en place une démarche prévention dans votre orga ou dans les organes que vous accompagnez. Et ce qui est assez intéressant, c'est ce qui arrive en tête, il y a 3 choses en fait, moi, qui ressortent vraiment. C'est un, le manque d'adhésion des équipes opérationnelles. Donc, on a un enjeu de transformer même culturellement la vision qu'ont les équipes des sujets prévention sur le terrain. 2, il y a une question de manque de temps.
Et ça, je pense que globalement, quel que soit le sujet de transformation, les gens n'ont pas le temps s'ils sont dans des rails et s'ils ont pas, si on n'arrive pas non plus à se poser la question de comment on inscrit ces sujets de prévention au mieux dans le quotidien des équipes, au lieu de réinventer des nouveaux rendez-vous, est-ce qu'on peut pas transformer des choses qui existent? Est-ce qu'on peut pas recréer un petit peu d'engagement autour des rituels existants? Et enfin, le troisième point, c'est le manque de soutien du management, qui est un point qui est revenu aussi quand on a interrogé les responsables de prévention, de dire, en fait, moi, si j'ai pas de soutien du management, je peux pas inscrire ça dans la feuille de route des managers, je peux pas inscrire ça dans le quotidien des équipes. Du coup, c'est vraiment l'importance du rituel, le fait de pouvoir ancrer ça dans le quotidien de tout le monde pour se dire que au début, ils font un petit peu moins et puis après, plus c'est ancré, plus ils prennent plaisir, plus ils y font, plus ils le font, plus ils apprennent et puis plus voilà, ils arrivent à apprendre par la pratique en fait. Exactement. Donc, si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas dans le chat à me dire si vous êtes d'accord ou s'il y a des éléments qui vous semblent que vous auriez mis plus haut dans les résultats, n'hésitez pas à le dire aussi. Du coup, le questionnement, une fois qu'on voit ce constat-là, c'est un peu de se dire comment on peut repenser notre approche de la prévention pour obtenir l'adhésion des équipes, avec un enjeu central qui était pour nous. Nous, on s'est appuyé effectivement sur toute la documentation, sur tout le bagage, l'expérience qui était acquis. Je le répète, on a créé ce produit-là, la prévention box, en partenariat avec les 10. C'est une grosse boutique. Alors même si on a travaillé avec une seule direction régionale, il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été testées en termes de slides, en termes d'intervention extérieure, en termes de retour d'expérience aussi, comment dire, même d'audit quoi, sur les accidents, sur les presque accidents. Il y avait un vrai bilan qui avait été à chaque fois. Comment on peut juste, nous, dans dans l'approche pédagogique qui est derrière, dans la mobilisation qu'on propose aux équipes, à repenser les choses. Donc, on imagine une checklist en 5 étapes. C'est vraiment pour faire 5 étapes, mais globalement, le point le plus important pour nous, c'était vraiment de repartir du terrain, de repartir de ce qu'on a appelé nos utilisateurs, qui allaient être les collaborateurs. Alors, vous allez voir, on a plusieurs types d'utilisateurs quand on travaille sur ce produit-là. Ça peut être effectivement le collaborateur sur le terrain, donc l'opérateur. Ça peut être le manager, le manager, le chef d'équipe, le manager de proximité. Ça peut être aussi le préventeur. L'idée, c'est de comprendre quels sont leurs enjeux, quel est leur quotidien et comment nous, on va pouvoir répondre à leurs besoins et s'inscrire le mieux possible dans leur vie quotidienne, puisque l'enjeu, c'est quand même de créer de la fréquence d'usage et ancrer des repères sur le long terme. Donc pour nous, l'enjeu, ça a été un gros travail. Quand on travaille avec une direction, c'est toujours compliqué au départ, mais il faut prendre le temps et on a eu des super appuis quand on a mis ça en place. C'est privilégier une stratégie ascendante. Donc on repart du terrain pour remonter et faire valider une conception produit en centrale, plutôt que descendante en disant faut qu'on fasse quelque chose sur ce risque-là parce que on n'est pas bon sur cette stat-là. Et on déroule une présentation, on fait intervenir un formateur sans vraiment avoir sondé le terrain derrière. Donc, globalement, ça veut dire quoi? Repartir du terrain, ça veut dire se poser les questions suivantes. Qui sont nos cibles? Est-ce que ce sont les collaborateurs en direct? Est-ce que ce sont les managers? Est-ce que ce sont les préventeurs? Quels sont leurs problèmes? Est-ce que c'est des problèmes de temps? Est-ce que c'est des problèmes de temps disponible? Est-ce que c'est des problèmes de moyens? Est-ce que c'est des problèmes de priorité? Comment on les touche? Quand ils sont disponibles, quand ils sont réceptifs? Est-ce que typiquement, est-ce que c'est à chaque début d'année qu'il faut faire ça? L'idée, c'est vraiment de comprendre les habitudes. Alors, pour commencer, encore une fois, en toute humilité, à observer ce secteur-là depuis 2 ans à peu près, on remarque effectivement la logique, par exemple, de journée de prévention, semaine de prévention, elle est hyper bonne quand elle est bien calée dans le planning. Alors, je ne sais pas si c'est un pattern que vous retrouvez aussi, mais moi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font ça, par exemple, à la rentrée, au retour de vacances. Ouais, Parce que, de plus effectivement, en plus les gens sont d'entreprises partis les gens sont partis en vacances, tu perds les habitudes, tu perds tes repères, tu reviens au travail, tu fais pas gaffe et là tu te blesses. Donc en gros, il y a aussi une question et la logique qui est derrière, c'est de dire comment je vais toucher les gens et comment je vais faire en sorte qu'ils soient le plus disponibles et le plus réceptifs possible à ces sujets. Et enfin, le dernier point, c'est à quelle fréquence tu peux ou tu veux les mobiliser. C'est bien mettre en perspective les enjeux que tu as. Est-ce que c'est un risque majeur? Est-ce que c'est un risque, pour parler de bobologie ou de choses comme ça, est-ce que c'est des risques plutôt que tu veux faire réduire sur le long cours? Donc bien mettre l'enjeu que tu as avec le quotidien. Forcément, effectivement, si tu vois qu'il y a un incident électrique, une électrisation, tu as doublé ton électrisation dans le dernier mois, bon, là, il faut que tu agisses vite et il faut que tu fasses fort. En revanche, si tu as un enjeu qui est le risque plein pied et en gros, tu as un objectif à 3 ans de faire baisser de 20%
d'accidents de plein pied, bah, tu n'as pas tout à fait la même approche quand tu conçois ton produit. Oui, il y en a une qui va c'est une démarche long terme à mettre en place Ouais, sur le long terme, et eux, une démarche plus immédiate. ouais, et il y en a une, on va être plutôt sur, en gros, des trucs et astuces, des petits moments conviviaux, et l'autre où effectivement, bah, si tu as un risque majeur qui intervient très très régulièrement, bah, là, il faut quand même que tu marques le coup, qu'il y ait un message fort du management, qu'il y ait peut-être un moment en présentiel avec tout le monde. Donc, voilà, vraiment adapté en fonction des. Et puis peut-être que l'impact du jeu, du moment un petit peu ludique, si je puis dire, que tu veux Mm. mettre en place avec la prévention boxe, il est peut-être un peu moins accepté quand que c'est quelque chose qui revient souvent, quelque chose de beaucoup plus grave, de beaucoup plus sérieux, que si c'est un risque à prendre sur le long terme, quoi. Bah, ce qui est sûr, c'est que le plus on se rapproche des risques. Alors, je sais pas si c'est sérieux le terme, parce qu'il y a quand même. Tu regardes en volume, le risque plein pied qui a l'air d'être vraiment le risque le plus fréquent et le plus anodin, ça représente quand même en volume j'allais dire de mobilisation, d'immobilisation plutôt. Bah, ça commence à représenter, alors peut-être pas des accidents graves, mais ça pénalise énormément les organisations aussi, donc c'est un point important. Encore une fois, je suis pas en train de dire on a eu la bonne approche, c'est juste les questions qu'on s'est posées et les différentes phases par lesquelles on est passé pour se dire, bah tiens, en fonction des risques qu'on avait à traiter, on a trouvé que ce format prévention box répondait bien au sujet. Donc, juste pour illustrer un petit peu ce que je vous ai dit sur les questions à se poser, nous, l'audit qu'on a fait, c'est on avait une accidentologie qui était stable ou en légère hausse, et qu'en gros, les messages type mail, briefing, deck de slide envoyé, bah, ça suffisait pas. C'était pas, enfin, ça ne passait pas en bout de chaîne. Que le briefing sécu, il avait plutôt tendance à se transformer soit il n'était pas fait, soit il se transformait en point staffing. Donc voilà, il y avait une perte d'habitude là-dessus. Il y a clairement les managers qui nous dit qu'ils ont constaté un manque de soutien. Donc, en fait, je pense que dans pas mal d'orgas, c'est comme ça. Le manager terrain, il devient une sorte de pivot d'information. On lui demande beaucoup de choses et il a finalement assez peu d'outils pour animer les choses qui sont un peu à la marge de son job. Il sait que la prévention, c'est important. Il sait que s'il y a un accident, bah, c'est même, il est responsable en partie de ce qui se passe. Mais effectivement, est-ce qu'on ne peut pas lui proposer des outils pour accélérer cette prise en main autour des sujets-là? Et enfin, le dernier point, c'est alors très particulier au cas dans lequel on a fonctionné, mais c'est qu'effectivement, on a eu un vrai enjeu de passer d'une culture de l'écrit. Dans les strates hautes de l'organisation, les gens s'envoient des mails, partagent des présentations, peuvent travailler en asynchrone de manière assez fluide. Forcément, plus tu descends, bah, moins les gens sont connectés, ça c'est un fait. Moins les gens sont à l'aise à l'écrit aussi, il faut le dire aussi. Il y a pas mal de publics étrangers qui lisent qui lisent pas bien le français, euh, étrangers ou pas d'ailleurs, et qu'effectivement, bah, sur le terrain, on est beaucoup plus sur une culture de l'oral et de l'expérience plus que sur de l'écrit. Et donc, mettre des gens assis dans une salle, format de conférence, à leur diffuser une vidéo, à faire parler quelqu'un, bah, ça remplit pas forcément le job. L'idée, c'était plutôt de les avoir en petits groupes, des gens qui se connaissent, qui travaillent ensemble toute la journée, et de les faire réfléchir ensemble à la manière dont ils veulent bosser là-dessus. Dernier point sur ce premier sujet, sur ce premier levier qui était de repartir des utilisateurs, qui est plus un outil que moi je vous conseille, qui est un héritage d'outils notamment de design thinking, ça s'appelle une carte d'empathie. Alors, c'est pas nous qui l'avons créé, hein, il y a plein de formats qui existent. C'est simplement de vous poser, peut-être avec vos clients ou même en interne. Votre client en interne, ça peut être votre manager, ça peut être les patrons de BU, ça peut même être le patron de l'entreprise, juste pour savoir de qui on parle, quels vont être nos utilisateurs directs ou indirects, et avant même de concevoir le dispositif, que ce soit de la formation, que ce soit un outil clé en main, que ce soit le déploiement d'un outil clé en main, ou une combinaison de choses pour créer un programme de prévention, juste se poser un petit peu sur les utilisateurs en se demandant qui ils sont, donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils se ressentent, qu'est-ce qu'ils écoutent autour d'eux, pardon, qu'est-ce qu'ils voient autour d'eux aussi. Donc c'est un peu une logique de contexte aussi, comprendre l'environnement dans lequel ils sont baignés, et enfin d'identifier quels sont leurs pains, quels sont les cailloux dans la chaussure qu'ils ont, qu'est-ce qui les empêche de penser à la prévention, à la sécurité tous les jours, et quels sont les gains potentiels que nous, on peut amener avec notre expertise, avec notre produit derrière. Ouais, c'est vraiment de pouvoir essayer de comprendre c'est quoi les points bloquants avant de pouvoir agir. Il faut déjà arriver à comprendre ouais, effectivement ce qui bloque, pourquoi les actions ne sont pas prises, pourquoi ils ne sont pas forcément focalisés sur tel ou tel point, quoi. Mmh.
Tout à fait. Le deuxième sujet sur lequel moi je voulais revenir, le deuxième levier, alors ça fait un peu doublon avec le titre de ce levier, mais c'est bien d'identifier les bons leviers. Identifier les choses sur lesquelles je vais pouvoir jouer pour créer de l'adhésion des équipes sur le terrain. Encore une fois, alors là le temps file et je ne sais pas si on va avoir le temps de passer les 5. Si vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez récupérer, puis il y aura peut-être les liens je pourrais mettre le lien dans le chat ou vous aurez les liens derrière dans la communication qu'on fera partir. Mais globalement, ces 5 leviers, c'est vraiment, encore une fois, un apprentissage. C'est une vue totalement biaisée. J'en ai conscience de ce que nous, on a appris en déployant à travers les premiers déploiements qu'on a eu sur la prévention box. L'enjeu derrière, et nous, on est parti de ce constat-là, qui est un peu clivant, j'en ai bien conscience. Mais qui est un constat, nous on est arrivé avec un œil extérieur, on a été interrogé des collaborateurs, des managers sur le terrain et même des préventeurs pour comprendre leur vision de la prévention. Ce qu'on a remarqué, que c'était souvent encore perçu comme quelque chose de très réglementaire, très obligatoire. Donc le réglementaire est plutôt lié effectivement au métier en tant que tel. Il y a des normes à suivre, il y a des documents à remplir, il y a des choses à créer qui sont vues comme très réglementaires. Et en fait, c'est assez éloigné, encore une fois, dans le sentiment des gens qu'on a interviewés, de leur contexte de travail. Et surtout, en fait, c'est vécu, ces moments de prévention, c'est vécu comme ah ouais, on a une formation de prévention, faut qu'on y aille, quoi. Donc c'est vu comme quelque chose d'obligatoire. Et Donc c'est le sentiment que vous avez dessus, c'est globalement pour un peu ce que tu dis, c'est que le sentiment de dire c'est obligatoire, c'est que ça devient un petit peu triste, un petit peu rébarbatif en disant voilà, j'y vais parce que je suis obligé, mais si jamais j'étais pas obligé, j'y serais pas allé. Et c'est un petit peu de démystifier ce sentiment-là pour le rendre plus ludique et que les gens puissent se dire au moins j'y vais, peut-être que c'est obligatoire, mais moi je sais que je vais passer un bon moment, quoi. Oui, et c'est surtout qu'en fait, ça désincarne le truc. C'est-à-dire qu'on n'est plus là pour parler de la santé des gens, on est là parce qu'on doit être là et que c'est obligé. Donc en fait, ça crée une sorte de distance entre le contenu qui peut être très bon et l'expérience qui peut être très bonne et juste l'attitude des gens. Et là, je fais vraiment écho de ce que tu me dis, ce que tu répétais tout à l'heure, c'est-à-dire on retient 20% de ce qu'on écoute et 90% de ce qu'on fait. C'est globalement, si tu mets les gens dans une attitude passive, je suis assis et j'écoute, tu vas avoir beaucoup moins d'impact que si tu fais faire des choses aux gens. Et ça, c'est pas nous qui le disons. Enfin, je pense que si certains d'entre vous ont des enfants à l'école, je pense que vous voyez un petit peu ce dont je parle. C'est qu'il y a forcément une vraie logique à mixer les modalités pédagogiques simplement parce que tu peux pas faire des cours magistraux tout le temps et tu peux pas faire des cours magistraux à toutes les étapes parce qu'en fait, sinon, ça reste juste de la connaissance de surface. Si tu veux que les gens s'approprient les sujets, créent des réflexes, tu es obligé de leur faire vivre des choses, de leur faire expérimenter pour que ça s'ancre un peu mieux dans leur quotidien et puis même dans leur esprit, quoi. Et puis d'éviter de rester sur une sorte d'automatisme en disant ce sera que des cours magistraux ou que des cours un petit peu pratiques, de pouvoir alterner un petit peu les deux justement pour faire changer un petit peu les habitudes et puis pour pouvoir apporter du contenu un petit peu différent à chaque fois. Exactement. Et en fait, juste pour être clair, c'est pas lié qu'à la prévention. Ça, hein. Nous, chez Team Bakery, on combat aussi beaucoup ça dans le domaine de la formation plus généralement. Parce qu'effectivement, la formation est encore beaucoup positionnée comme quelque chose de très académique. En gros, je prends les majeurs, je les mets dans une salle virtuelle ou physique, et pendant 2 jours, je vais leur remplir le cerveau avec plein de choses hyper intéressantes. Et derrière, je croise les doigts pour qu'ils mettent des choses en place avec leur équipe. Mais en réalité, on sait très bien que c'est pas en 2 jours qu'on va devenir bon manager, par exemple. C'est plutôt une approche. C'est un Sur le long terme. c'est un sport d'endurance pour moi. C'est pas tellement un Voilà. sprint ou. Voilà. C'est Donc globalement, c'est tout un marathon. exactement. Globalement, le sujet derrière tout ça, c'est que personne n'a vraiment envie de retourner à l'école et que, encore une fois, c'est très anglais. Mais globalement, quand on est sur le terrain et quand on a un job, effectivement, on est face à des risques. C'est pas forcément la bonne approche tout le temps. L'enjeu pour nous, ça a été de proposer une nouvelle expérience, pas tellement pour proposer quelque chose d'innovant ou quelque chose de seulement convivial, mais plutôt d'actionner sur les bons leviers en se disant on a un enjeu, c'est qu'on veut que les gens créent des réflexes sur le terrain, donc il faut qu'on se rapproche au maximum de situations qu'ils ont vécues et surtout qu'on les fasse échanger entre eux pour qu'ils se créent des réflexes. Et c'était un peu ça qu'on a essayé de créer. Donc les leviers pour créer le décalage et ce sur quoi nous on a pas mal bossé. Alors il y en a plus ou moins, on les a plus ou moins poussés à chaque fois, mais je pense que
c'est des choses intéressantes. Le jeu, c'est un sujet. Je pense que vous avez fait déjà un café avec quelqu'un qui bosse sur ces sujets. Avoir une approche ludique autour des réflexes santé sécurité. On sait que ça fonctionne. Faut bien le penser, mais globalement, c'est un levier qui marche plutôt bien. C'est un jeu qui marche Les plutôt bien. C'était la première session où on disait justement que ça marche plutôt bien. C'est surtout que les gens ne prennent plaisir et puis de façon de même, ils appliquent les réflexes du jeu en disant bah voilà, il faut que je joue tous les matins, tous les midis. Ils prenaient même le temps de pouvoir jouer. Et donc, du coup, on n'était plus vraiment dans le monde du travail où on peut se dire bah, le monde du travail, c'est que du sérieux. On était plus dans le monde du jeu et mixer les deux, il y avait des bons résultats qui étaient assez pertinents. Et justement, tu le redis encore une fois là, le jeu dans le monde du travail, c'est important et ça fonctionne. Yes. Le deuxième point, qui est peut-être un peu plus, comment dire, un peu plus éloigné, c'est l'esthétique. Alors, c'est très bête et c'est sans doute une perception un petit peu personnelle aussi, mais on s'est rendu compte qu'en mettant des choses bien designées, euh, je vais dire jolies, mais c'est pas le bon terme. C'est en gros penser aussi au niveau du design, au niveau de l'esthétique, de créer une charte graphique et cohérente, quels que soient les thèmes, quels que soient, enfin, en gros, créer une vraie identité autour d'un programme, bah, ça fonctionnait bien aussi, que ce soit dans le naming, dans les messages un peu autour qu'on a créé. Tu vois, quand on ouvre nos boîtes, il y a un message qui s'adresse aux gens, il y a toujours un petit manifeste qui explique ce que c'est la prévention box, il y a un code couleur hyper clair, tu peux très vite te saisir d'une nouvelle boîte, même si tu l'as pas fait, en fait, vu que tu en as déjà animé une, tu comprends exactement comment fonctionne le mécanisme derrière tout ça. L'autonomie, c'est aussi un parti pris hyper fort. C'est de dire, on ne va pas ramener un formateur extérieur là-dessus. Il faut que ce soit potentiellement animable par le manager et son équipe directement. Donc, une grosse attention dans la rédaction, dans la façon de présenter les choses, dans la façon même de présenter les choses au public collaborateur. Donc, limiter au maximum le texte, avoir plutôt une approche par picto, avoir une identité, encore une fois, visuelle hyper forte pour que cette box-là puisse vivre en autonomie. Alors, si on a le temps, on ira jusqu'au bout de la présentation. On a aussi mis en place des choses derrière pour accompagner les managers et les préventeurs lorsqu'ils avaient des questions, lorsqu'ils avaient besoin d'échanger avec leur père ou avec nous pour avoir plus d'informations. Mais globalement, on a pensé le support pour qu'il soit animable seul. Les trois derniers points sont très liés à ce que je vous disais en disant on apprend au contact de ses pairs. Donc le partage, l'entraide, la responsabilisation. Le message clé dans ce que nous, on a créé, c'est de dire, en fait, vous êtes aussi responsable de votre santé et sécurité. On vous crée l'espace pour que vous puissiez échanger là-dessus. On vous donne une grille de lecture, quelques repères. Mais la finalité de tout ça et la finalité de chacune des boxes qu'on a créées, c'est bien que vous trouviez l'action prioritaire, que vous les mettez en place dans votre contexte de travail. Donc, l'idée, c'est vraiment de les mettre en action autour de leur sujet. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça a voulu dire sur la prévention box? On a créé quelque chose de nouveau. Alors, nous, on l'avait déjà créé sur le management, mais c'est la première fois qu'on voyait dans le domaine de la prévention. C'est un outil physique qui est livré directement au travail, sur le bureau du manager, dans l'atelier du chef d'équipe. Il y a ça qui arrive directement. On a une approche pédagogique qui est pensée en 3 temps, qui est encore une fois un héritage de ce qu'on a pu faire et une adaptation de ce qu'on a pu faire sur nos box management. Temps 1, prise de conscience, pourquoi le thème me concerne, pourquoi ce risque-là, on y est confronté. Temps 2, les messages clés. C'est quoi le plein pied? Le plein pied, c'est un environnement qui est inédit et un manque d'attention. Donc, c'est la conjugaison de ces deux facteurs-là et on fait réfléchir l'équipe autour de ça dans les situations qu'ils peuvent rencontrer. Nous, on a créé et on a pris aussi cet axe-là de la convivialité. Donc, il y a toujours un snack à partager. C'est très bête, mais en fait, on s'est dit, on veut qu'ils passent un bon moment ensemble et on veut créer les conditions pour que ça se passe bien. Et la nourriture fait que ça se passe bien. On a, on a deux modes de fonctionnement. Un mode où on va faire l'expérience complète, donc aller jusqu'à la routine et jusqu'à l'action prioritaire qu'ils vont créer, qui va durer en gros entre 30-40 minutes pour une équipe de 5 à 10 personnes, si tu veux. Et un mode flash en disant, ça, j'ai pas le temps de le faire maintenant. Par contre, il faut que je rappelle vraiment, là, c'est chaud sur ces trucs-là. On a encore eu un presque accident la semaine dernière. Je vais faire un mode flash en 5 minutes où je vais passer le message clé de la box autour, encore une fois, d'un des risques qu'on court. Et enfin, le dernier point, c'est que nous, on a pensé ancrage aussi. On s'est dit, il faut que la box vive même au-delà de la séance qu'ils vont faire ensemble. Donc, il y a des posters à afficher, il y a des stickers, chacun part avec un petit sticker, il y a une portion de totem qui se colle là, sur les. Vous voyez, c'est un magnète, ça se colle sur les tableaux blancs de management, qui permet juste d'ancrer ça dans les équipes derrière. D'accord, donc en Voilà. fait, du coup, on est obligé d'acheter toutes les préventions box pour refaire un petit peu les petites manettes qu'on peut avoir sur la facette distribuée. Alors, À chaque fois qu'on va acheter il y a les deux courses. écoles.
il y a deux écoles, c'est un peu comme les vaches qui rient, si tu veux. C'est soit t'en prends ton temps et puis t'as sur ton frigo, t'as quelques régions de France, soit t'es effectivement t'es collectionneur et là tu manges beaucoup de vaches qui rient. Voilà. Donc, du coup, le message qu'il faut faire passer, c'est il faut manger beaucoup de prévention box pour pouvoir avoir toutes les régions Ouais. de la France. Écoute, je sais pas, en tout cas, nous, on a trouvé que ça c'était intéressant parce que ça permettait d'ancrer, si tu veux, parce que effectivement, il y a le moment qui vivent ensemble qui est très sympa et qui est plutôt efficace. Sauf que les équipes tournent, sauf qu'on a pas mal de boîtes qui fonctionnent par roulement aussi. Et il fallait qu'on reste présent dans l'environnement au-delà de la box en elle-même. Donc, on a trouvé ces quelques bonnes idées pour que ça fonctionne ailleurs. Le troisième sujet qui pour moi est extrêmement important quand on parle sur un projet comme ça, qui a mis quasiment 6-12 mois à sortir de terre, c'est d'impliquer les équipes le plus tôt possible et pas attendre d'avoir le produit fini avant de les faire réagir dessus. Ça, je pense que c'est une bonne technique, même si en fait, même sur un programme classique, même sur des idées de démarche prévention, c'est un truc qui est hyper important. Le message derrière ça, c'est co-construire, ça évite vraiment de se planter. Et ça simplifie aussi énormément la phase de lancement derrière, puisque vous avez mis les gens à vos côtés avant d'avoir votre produit fini. Ça simplifie vraiment la promotion de vos actions autour de vous. Donc vraiment, parlez-en le plus tôt possible. Je pense que même si vous êtes dans une logique d'expertise, alors je sais que c'est en tant que consultant, formateur ou même responsable prévention, qui a effectivement statutairement un rôle hyper important, parler de vos sujets le plus tôt possible, c'est le meilleur moyen d'éviter d'être en décalage et ça simplifie vraiment la prévention, enfin la promotion pardon, des actions derrière. L'enjeu, et ça de manière globale, et je pense que même si vous êtes entrepreneur, ça va vous parler, l'enjeu, c'est pas de créer le meilleur produit, mais c'est d'assurer la meilleure distribution. En fait, quand on est dans des phases de lancement sur quelque chose d'innovant comme ça, et je parle de ça, moi je suis ingénieur, donc j'aime bien faire des trucs bien. Enfin, j'aime bien passer du temps sur la conception, c'est vraiment un truc qui m'éclate. Sauf qu'en fait, il y a un moment, je pourrais faire que de la conception et jamais confronter le produit à son public. Donc, je pourrais jamais me rendre compte si ça fonctionne ou pas. Et donc, l'enjeu derrière, c'est pas seulement de réfléchir au produit, mais vraiment de travailler autour de sa distribution. Si je prends un parallèle qui est complètement en dehors de la prévention box, vous travaillez sur un programme de formation autour d'un risque, vous pouvez penser le meilleur programme possible, genre je vais faire telle activité, telle activité, telle activité. En fait, ce truc-là ne sera validé que quand vous l'aurez testé devant une première cohorte, une deuxième cohorte, et que vous l'aurez amélioré au fur et à mesure. Donc vraiment, cette logique itérative est hyper importante. Dans notre cas, les leviers de construction qu'on a identifiés, encore une fois, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être réplicable dans vos domaines, c'est réaliser des interviews de terrain. Donc aller très vite questionner les gens sur leur métier, comprendre comment ils fonctionnent et prendre vraiment une logique, encore une fois, en toute humilité, de dire bah moi je connais pas votre métier, expliquez-moi comment ça se passe chez vous. Identifier dans cette interview aussi qui vont être vos sponsors, qui vont être vos relais terrain, qui vont être aussi vos détracteurs, parce qu'il y en a toujours hein, sur des projets un peu nouveaux, on a toujours des gens qui sont un peu je sais pas si c'est résistant au changement ou en tout cas voilà, votre objectif n'est pas forcément aligné avec le leur et du coup c'est bien de les avoir en tête. Et ça, c'est pas tellement pour les convaincre, en fait, c'est plutôt pour les neutraliser. Dire, bah, ok, j'ai bien compris que vous n'étiez pas avec nous, on va vous laisser tranquille faire vos sujets. Enfin, laissez-nous avancer aussi, c'est plutôt dans ce schéma-là. L'enjeu derrière, c'est valider vos concepts auprès de vos sponsors et vos relais terrain. Donc, vraiment se concentrer sur les sujets qui marchent prendre en compte leur retour et souligner prendre en compte parce que c'est pas le tout d'interviewer les gens pour valider les concepts, c'est développer aussi une capacité d'écoute autour de leur retour. Et enfin, la deuxième partie, c'est plutôt la partie de déploiement où, encore une fois, ça dépend des contextes, mais je pense que Florian, je sais que c'est sur des sujets technologiques forts et innovants forts aussi. Il y a toujours ces logiques de pilote, de déployer dans la plus petite échelle et d'aller plus largement derrière, déployer à plus grande échelle en ayant pris le temps de prendre les retours du premier public chez qui tu as testé. Ouais, Donc c'est prendre en compte les retours, ouais, que ce soit dans le cadre de la prévention, de la formation ou dans le business en général, c'est essentiel puisque si, enfin, je pense que tu t'en es rendu compte aussi, si jamais tu sollicites les personnes sur le terrain, que tu essaies de les impliquer comme ça, mais que derrière ils te font ils te font des retours, ils te font des suggestions, mais que tu les prends pas en compte, bah, ils vont se sentir un petit peu laissés tomber, un petit peu mis de côté, ils vont le faire une fois, deux fois, et au bout de la troisième fois, après, pour arriver
à remettre un petit peu la situation sur pattes pour arriver à les faire réimpliquer une nouvelle fois sur un nouveau sujet, bah, ça va être d'autant plus compliqué que ça l'était la première fois. Donc voilà, vraiment, l'implication, moi, le message que j'ai, c'est le plus tôt vous impliquez, le plus tôt vous gardez une ligne d'écoute, une ligne de feedback avec votre projet public, le plus proche vous serez de la vision cible derrière. Peut-être avant de passer au point suivant, qui était mon quatrième point, qui est la préparation du lancement. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions, parce que là, moi, je parle beaucoup. J'essaie de vous raconter un peu l'histoire qu'on a vécue à travers ce projet-là, mais est-ce que vous avez des retours, des questions, des points que vous aimeriez que je précise Alors, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de questions. Dans le chat pour l'instant. Non, non, pour l'instant, il n'y a pas forcément une question. C'est que voilà, tout ce que tu arrives à dire, c'est que c'est hyper clair et c'est que ça doit faire un petit peu écho auprès de tout le monde. Mais voilà, en tout cas, le message fort que tu arrives à passer, c'est que l'implication, c'est essentiel et ça se prépare sur le long terme. Je vais juste faire Timekeeper, c'est 37, 13h37. Donc voilà, pour mettre un chrono en tête. Yes. Oui, Je fais vite, du coup, je passe vite sur les deux derniers points. Et encore une fois, il y a du contenu en ligne si vous voulez continuer à creuser. Puis moi, je suis dispo. Alors, pas tout de suite après, parce que j'ai une autre réunion qui commence à 14h, mais je serais ravi d'échanger avec vous sur le sujet si vous voulez plus de détails. Mon quatrième point, c'est on mettra toutes les infos, on mettra toutes les infos de ce qui s'est passé aujourd'hui, les sites internet de Team Bakery, tout ça, et puis les coordonnées de contact si besoin. Ok, très clair. Donc bien préparer le lancement. Donc alors, moi, mon enjeu derrière ça, c'était de dire effectivement toutes les actions de prévention, que ce soit de la communication, que ce soit de la formation, que ce soit des messages clés, c'est bien les penser comme des produits à part entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de bien identifier les leviers qui sont préparatoires au lancement. Donc encore une fois, impliquer les relais que vous avez identifiés, les utiliser comme porte-voix, c'est un point super important. C'est que les messages ne doivent pas forcément venir que de vous, responsable prévention ou en charge des sujets de prévention dans l'organisation. Le plus vous allez identifier de relais, le plus vous pouvez leur passer de la com en amont, le plus ils seront vos relais, vos porte-voix, vos caisses de résonance sur le terrain. Il y a un troisième point auquel on ne pense pas forcément souvent, c'est événementialiser au maximum l'onboarding. Alors l'onboarding, c'est l'embarquement des équipes dans le nouveau sujet. Donc ça veut dire faire peut-être une petite vidéo, prendre les réactions à chaud des collaborateurs quand vous leur présentez le produit, prendre le temps de documenter à travers effectivement photos, vidéos, essayer effectivement de proposer un maximum d'outils de communication autour de cette phase d'embarquement. Donc vraiment, cette phase de documentation est hyper importante. Le point plutôt sur la partie aval du lancement, donc juste après le lancement, bien avoir en tête et bien garder un canal de communication privilégié avec les gens que vous souhaitez embarquer dans ce sujet-là. Encore une fois, ça peut être une formation classique, ça peut être des actions beaucoup plus innovantes, ça peut être du déploiement de nouvelles technologies pour suivre des accidents, des choses comme ça. Bien garder un canal de communication en disant on va déployer ça, c'est nouveau, on est preneur de vos retours et nous, alors, petit exemple sur la prévention box, parce que ça nous a permis, c'est on avait je vais vous montrer, on avait un flux WhatsApp avec le réseau de préventeurs et les managers de terrain, ou simplement au départ on les informait de quand est-ce que les box allaient être postées et quand est-ce qu'elles allaient arriver chez eux. Ce qui était un gros sujet logistique hyper fort dont on créait. Donc globalement, simplement, effectivement, avoir des canaux très simples de discussion. Et tout ça, que ce soit la documentation sur l'embarquement ou ces canaux de communication, ça nous permet de réguler le démarrage. Moi, on a tendance d'être à fond si je prends une courbe du temps, on est à fond sur la phase de démarrage. Après, ça peut baisser un petit peu. L'idéal, c'est être à fond et effectivement faire des pics régulièrement pour tenir au courant de comment avancent les choses. Idéalement, et nous, c'est ce qui est arrivé, il y a une bonne émulation qui s'est créée entre préventeurs, ce qui fait qu'en fait, entre préventeurs et managers, c'est que derrière, on a eu tout de suite des photos, des séances qui ont été postées, des gens qui échangeaient leur expérience, même de façon écrite. Donc, c'était hyper valorisant pour le programme parce qu'on avait du contenu qui est remonté du terrain immédiatement. Et en termes de, alors justement, une petite question qu'on pourrait se poser là, c'est en termes de contenu, tu évoquais tout à l'heure toutes les chutes de plein pied.
vous avez peut-être des préventions box sur plein de sujets différents, peut-être Ouais, alors effectivement, le premier programme était sur le risque plein pied, les TMS, le risque routier, tout ce qui est violence, agression client, les risques de manutention, avec notamment tout ce qui est EPI, port de charge, manipulation. On avait fait un premier mix là-dessus. Et la dernière box du premier programme était plutôt sur les facteurs aggravants plus que des risques directement, c'était fatigue et stress. Donc plutôt sur effectivement la qualité de vie au travail. Et depuis, on a créé de nouvelles box sur des thématiques plus industrielles, que sont le risque de travail en hauteur, le risque de co-circulation, lié à la co-circulation, et des risques plutôt liés à la consignation. Donc sur des expertises un peu plus métiers, des environnements clos, comparé à Enedis qui travaille beaucoup en environnement ouvert. Donc voilà, et au fur et à mesure en fait, de nos nouveaux déploiements, on vient réutiliser des expériences qui ont bien fonctionné, on les adapte à chaque fois au nouveau contexte dans lequel on intervient, et ça nous arrive aussi de créer de nouvelles box, de nouvelles éditions, simplement parce qu'il y a des thèmes, on est encore en phase de lancement, on ne couvre pas encore tous les thèmes sur ces sujets. Ouais, donc ça commence à couvrir pas mal de sujets, ils ne sont pas tous, mais voilà, c'est un petit peu ce que tu disais, c'est avec les problématiques du terrain, après avoir sollicité les différents retours, les différents préventeurs, que voilà, vous arrivez à pouvoir sortir de nouvelles thématiques. Exactement. Pour finir, parce que je vois que le temps file et je sais que Damien va nous taper sur les doigts bientôt. Il y avait un dernier point, un dernier levier sur lequel moi je vous proposais un retour d'expérience, c'est de travailler l'effet boule de neige. Alors, on n'a rien sans rien en fait. C'est un point extrêmement important. Et tout ça, dans des phases de lancement, est aussi un enjeu de communication assez fort. Le message là-dessus, c'est les bonnes nouvelles entraînent les bonnes nouvelles. Je vous l'ai dit, nous, on a mis en place de manière un peu organique, à la base, des canaux de communication sur lesquels, effectivement, les gens pouvaient nous contacter. Et c'est des canaux qui étaient publics, en fait. Donc, chacun voyait ce que les autres faisaient. L'idée, ça a été effectivement de faire remonter au maximum les retours terrain et de les repartager dans la communauté managériale et préventeur pour qu'effectivement les choses s'ancrent et les choses prennent. Donc les leviers pour créer l'émulation, c'est célébrer chaque réussite. Et vraiment, si vous ne le faites pas, il n'y aura personne qui le fera pour vous. Donc pensez bien à célébrer. On n'est pas forcément, nous, Français, d'un tempérament hyper fort là-dessus à la base. Donc bien penser à le faire. C'est vraiment super important. Faites témoigner vos héros. Ce que j'ai appelé vos héros, c'est vos relais, c'est les gens qui vous suivent depuis le début, c'est les gens que vous avez impliqués aussi dans le design de votre produit, dans le design de votre service. Donc vraiment, essayez de les faire témoigner au maximum. Essayez aussi de récupérer un maximum de feedback. Et quand je dis feedback, c'est les bons points comme les mauvais points ou les pistes d'amélioration. Moi, j'ai tendance de plus en plus à préférer même alors c'est pas de la flagellation, hein, mais un feedback où les gens me disent j'ai pas du tout accroché, parce qu'en fait, ça nous permet de creuser et de voir comment on peut améliorer les choses. Globalement, quelqu'un qui vous dit j'ai pas accroché, prenez-le vraiment comme l'opportunité d'améliorer votre produit aussi. Donc c'est un état. Le fait de pouvoir, simplement pour ajouter, le fait de pouvoir avoir si jamais il y a une procédure d'implication des collaborateurs, le retour qu'ils vont vous faire sera d'autant plus honnête et d'autant, enfin, vous pourrez vraiment en faire plus quelque chose qui va vous être utile, plutôt que d'avoir quelque chose qui va dire, voilà, l'information, je l'ai trouvé bien, mais sans plus, et sans quoi, ça ne permet pas de pouvoir s'améliorer sur le long terme, quoi. Voilà. Et le dernier point là-dessus, c'est les chiffres. Les chiffres et toujours les chiffres. Globalement, notre cerveau, il est plutôt hyper réceptif à des choses quantifiées. Donc, le plus vous pouvez quantifier, le mieux c'est. Ça peut être un nombre de séances faites, ça peut être un nombre de collaborateurs touchés, ça peut être un nombre d'équipes dans lesquelles vous avez déployé, ça peut être un nombre d'heures suivies. Enfin, vraiment, il y a plein de. Utilisez vos métriques propres, mais communiquer des chiffres au maximum. Dans l'exemple de la prévention box, donc on a eu un flux WhatsApp, on a eu des témoignages à 3 niveaux dans l'organe, donc c'était très chouette. On a eu plus de 100 équipes outillées. On a contribué à une division par 7 du nombre d'accidents bénins en 2 ans. Alors, on n'a pas été le seul outil qui a été déployé, on n'a pas été la seule démarche qui a été déployée. Mais globalement, tout ça, effectivement, aujourd'hui, nous fait penser qu'on va pouvoir le propager à d'autres géographies, même au niveau national, chez Enedis, par exemple.
Et globalement, effectivement, moi, le message qui est derrière, c'est faites témoigner au maximum les gens. C'est ce qui aussi assoit votre service, c'est ce qui donne de la crédibilité à ce que vous créez derrière. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai fait un petit résumé là. Donc, la checklist en 5 points. Repartez de vos utilisateurs, mobilisez les bons leviers, impliquez le plus tôt possible, bien préparer votre lancement et travailler au maximum l'effet boule de neige. Ça ne s'arrête pas le jour du déploiement. Il faut vraiment assurer le service après-vente. C'est ça aussi qui fera le. Alors, je ne sais pas si c'est le succès, mais en tout cas, le fait que ça traîne bien et que ça s'ancre bien dans le quotidien des équipes et que ça obtienne, in fine, l'adhésion progressive des équipes sur ces sujets-là. Merci, Voilà, je suis dispo si vous avez des questions. Oui, on va laisser la parole un petit peu aux personnes qui sont connectées. S'ils ont des questions, des demandes d'informations complémentaires, il ne faut pas hésiter. Baptiste est encore disponible là, sur les 5-10 dernières minutes. Posez les questions dans le chat, on les communiquera à tout le monde. On pourra les relayer directement, puis si jamais vous préférez directement prendre la parole, n'hésitez pas à activer vos micros non plus pour pouvoir poser la question directement à Baptiste si vous préférez. Effectivement, Baptiste, il vient de mettre. J'ai mis le lien comme ça, si vous n'avez pas de téléphone. Ça marche. Une démarche encore plus simple que de passer par le QR code, par le téléphone. Ouais. Mais oui, Simplifier encore la démarche. Simplifier encore la démarche utilisateur. Chez Team Macquarie, au moins, quand ils annoncent quelque chose, ils cherchent vraiment à simplifier au maximum, à tel point qu'ils envoient directement les liens maintenant. Fabien, quelle est la palette complète proposée pour la prévention box? Uniquement sécurité ou d'autres thèmes? Alors, sur le sujet prévention box, on est vraiment onglet prévention santé sécurité. Après, nous, on a des box, je vais vous mettre des liens directement dans le chat, mais on a des box plutôt orientés sur des sujets de management qui n'ont pas vraiment de nom. On les appelle les box management chez nous. Donc, je vais vous partager ça rapidement. Donc ça, le lien que je vous envoie, c'est les box management, pardon, et le lien vers la prévention box, si vous voulez. La question de Fabien, c'est est-ce qu'il y a des environnement box ou des qualités box sur la box? Ouais. Alors, on n'a pas qualité, on a environnement/RSE. On en a une spécifiquement là-dessus dans nos box management. Alors, c'est un peu compliqué d'y arriver, mais donc du coup, je vais vous envoyer directement vers le lien. On a une box qui s'appelle Écologie, prenez la main, qui permet de créer un atelier avec son équipe autour de ces sujets écologie et qui permet, c'est le dernier lien que je vous ai envoyé, de créer un moment d'échange pour comprendre les enjeux de la crise, pour identifier les leviers d'action qui sont à la portée de l'équipe et globalement de faire rayonner la démarche responsable autour de soi dans l'organisation. Ou pareil, c'est à peu près le même format. C'est pas tout à fait organisé de la même manière, mais on est sur les mêmes leviers, on va dire, pédagogiques de manière globale. Temps 1, prise de conscience, temps 2, passage des messageries, temps 3, mise en action de l'équipe pour créer des réflexes autour de ces sujets-là. Et en termes une question qui peut être intéressante, en termes de temps, c'est un créneau de combien? Est-ce que c'est un créneau, il faut bloquer une matinée? Est-ce que c'est 1 heure? Est-ce que non, pour le faire c'est plus court, c'est plutôt. Alors, nous, sur les box management, on est plutôt sur un public de max 8 personnes et ça va durer entre, on va dire, 40-45 minutes. Peut-être un peu plus la première, parce qu'il y a le temps de prise en main. Mais voilà. Et sur la prévention box, ça dépend vraiment. Alors, la prévention box, elle est pensée pour avoir des publics plus larges, une quinzaine de personnes. Mais donc, on va dire à 15, ça va durer 1 heure. Mais quand on est 5, par exemple, ça peut durer 20 minutes, une demi-heure. Ça va plus ou moins vite en fonction de. Enfin, c'est très corrélé au nombre de personnes. D'accord. Et en termes de contenu, donc tu l'évoquais tout à l'heure, c'était du contenu pour ancrer les connaissances, c'était toute la partie pour la convivialité, pour le snack, tout ça. Et sur la partie jeu, en termes de contenu, c'est quoi? C'est des fiches, c'est des dés, c'est des cartes à jouer. Alors, ça dépend vraiment des thèmes. Ce qu'il y a à chaque fois, il y a un guide d'animation pour le manager qui est vraiment pas à pas avec le texte qu'il doit dire à son équipe et les indications d'animation.
tout est minuté étape par étape. Et après, effectivement, en complément à ça, on a des templates à remplir, des posters à afficher, des choses à disperser dans les équipes aussi pour créer de l'ancrage. Et ça va dépendre vraiment de l'expérience qu'on veut proposer derrière. Il y a Fabien qui a levé la main, mais je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, peut-être, Fabien? Oui, bonjour. J'avais une petite question parce que j'ai peut-être mal compris au début ou mal saisi. Ce que je voulais savoir, ce sont des box qui sont à acheter et à exploiter en interne dans l'entreprise, ou vous accompagnez avec la présence d'un formateur Team Bakery? C'est l'option 1. L'option 1. Nous, on ne fait pas de formation, on n'intervient pas dans les organisations. On est présent sur la partie customisation du programme, prise en main des box. Donc, on a un format webinaire notamment en ce moment, où en gros, une fois que la première box est arrivée, on organise une séance qui ressemble un peu à ça, où on vient ouvrir la box et expliquer comment ça fonctionne. Et après, on est en support via les flux WhatsApp notamment, mais on ne fait pas de formation. Ok, très bien, ça répond à la question. Merci. C'est du clé en main, en fait. C'est du clé en main. En tout cas, la volonté, c'est effectivement d'autonomiser les équipes. Et on sait que c'est pas tout à fait le même cadre de travail qu'une formation classique. Inventer un nouveau terme, ça va être du coup, clairement, ça va être prévention en main maintenant. Du coup, vous prenez une boîte, vous l'ouvrez, et puis vous avez la formation au bout de vos doigts sur les sujets de prévention des risques. Je pense que ça peut être pas mal pour terminer cette troisième session des cafés avec ESE sur le sujet de l'expérience collaborateur, le terme un petit peu en vogue J'aurais que tu pouvais évoquer. un petit coup de cœur complémentaire que réalise Team Bakery, c'est les petits défis de Roger. Je vous invite à vous inscrire et à aller voir. C'est plutôt très ludique et puis ça vous mettra un petit défi quotidien là, pour animer vos journées. Merci Baptiste pour tout. Merci à vous, c'est top, hein. C'est hyper sympa, avec plaisir pour en refaire un, alors peut-être encore plus interactif, mais le format est top. Merci à tous de l'accueil, des questions. Moi, je vais devoir vous quitter dans pas longtemps. Ah bah voilà, tu voulais annoncer le prochain, donc je te repasse la parole, Florian. Merci encore pour l'invite. Merci Baptiste. Donc voilà, merci Baptiste sur le sujet, et puis on continue. Donc, comme on l'avait évoqué pour ceux qui étaient là la semaine dernière, donc il n'y en aura pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on est sur le Safety Web Event qui a lieu mardi et mercredi prochain. Donc la prochaine session, ce sera début mai, ça doit être le 4 mai. Oui. Et ce serait sur des EPI connectés, plutôt sur la partie auditive, protection auditive connectée. On va pas en dire beaucoup plus, on laissera Elena présenter un petit peu le sujet. Au revoir Baptiste. Salut, merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi. Merci à tout le monde d'avoir participé à cette troisième édition et on se retrouve le 4 mai.